Et accueillir notre dernier tandem, Florence Pouzinc pour les notaires et Vital Saint-Marc pour les experts comptables, qui vont nous parler de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude fiscale. Faites-nous peur, les amis. Oui, alors j'imagine que tout le monde est très intéressé par ce qu'on va faire. C'est vrai que Florence et moi, nous avons été très chanceux au tirage. C'est vrai que donc présenter la fraude fiscale devant un parterre de 1600 professionnels aguerris, c'est un petit peu comme parler de l'Arlésienne du tourisme dans un colloque du Club Méditerranée. Ceci étant, c'est pas tout à fait vrai, parce que là, je vois, on a à peu près 1600. Et si je me réfère aux statistiques de l'administration, à supposer que chacun d'entre nous subisse un contrôle sur place, c'est-à-dire une vérification de comptabilité ou un examen de situation fiscale personnelle, il y en aurait environ 337 parmi nous qui seraient redressés pour fraude fiscale. Et parmi ces 337, l'administration déposerait 34 plaintes donc, pour fraude, donc pour poursuite, et la commission des infractions fiscales donc, autoriserait 29 poursuites. Donc, en fait, je vous avais dit de nous faire peur, mais vous n'étiez pas obligé de le faire si explicitement. Oui, sauf que, excuse-moi Vital, mais ça ne concernerait pas mes confrères et consoeurs notaires, puisque nous sommes toujours férus de grands conseils de nos amis experts comptables qui jamais nous engagent dans des conditions de fraude. Non, c'est vrai, Florence a raison. Donnez-nous des raisons d'espérer, effectivement, chère Florence. Florence a tout à fait raison. Elle nous parlera de l'abus de droit, c'est un autre sujet sympathique, un sujet effectivement. qu'on connaît bien dans certains métiers. Donc, alors, avant de commencer sur la fraude fiscale, on va parler d'une manière plus générale du contrôle fiscal. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais, puisque ça vient de la loi des finances pour l'an dernier, mais depuis le 1er janvier 2014, vous ne devriez pas donc voir oublier que toutes les vérifications de comptabilité se feront à partir de fichiers informatisés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on doit pouvoir remettre à l'administration donc une liste extraite de la comptabilité qui devra respecter certaines normes. Alors les normes du fichier des écritures comptables, c'est d'abord un fichier unique qui doit reprendre l'ensemble des écritures de l'entreprise, enfin de l'exercice, qu'il s'agisse des écritures de l'année qui seront classées donc par ordre chronologique ou des écritures d'ouverture. C'est un fichier qui sera établi en français. Alors ça ne pose pas de problème pour la plupart des entreprises, mais on imagine bien que pour certaines entreprises, filiales d'entreprises étrangères, ça peut poser quelques problèmes. Et puis surtout, ce fichier devra respecter les normes comptables françaises. Là aussi, ce n'est pas un problème pour la plupart des entreprises, c'est encore une fois un problème pour les filiales des entreprises étrangères qui ne tiennent pas forcément la comptabilité en respectant pleinement les normes comptables françaises. Et donc le fichier qui sera prélevé par l'administration fiscale devra lui permettre donc, de reconstituer tout un tas d'informations, notamment la liasse fiscale, mais également d'opérer donc, les contrôles de TVA, et puis de reconstituer donc, l'ensemble des balances de la structure. Alors si on ne respecte pas donc, cette obligation, qu'est-ce qui se passe? Il y a une majoration, enfin une pénalité pardon, de 1 500 € minimale. Et puis, à l'issue donc, de la vérification, s'il n'y a pas de rehaussement, eh bien, donc, en fin de compte, le montant de la sanction sera de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires ou des recettes brutes par exercice, avec un minimum de 1 500 €. Et puis, s'il y a un redressement qui est effectué, eh bien, la sanction sera de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires redressé ou des recettes brutes redressées, et ce par exercice. Alors, Florence, maintenant... Voilà. La loi relative donc, à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013 est intervenue pour lutter contre les abus financiers qui ont marqué, notamment sur un plan médiatique, le début de l'année 2013. Cette loi s'est inscrite dans un contexte de perte de confiance de la part du contribuable, à qui en fait on demandait de faire de gros efforts alors que d'autres s'amusaient à frauder. Et cette loi s'articule autour de 3 grands axes. Tout d'abord, la mise en place de nouvelles obligations déclaratives et de nouveaux moyens de poursuite pour apprécier la notion de fraude fiscale. Ensuite, un renforcement des moyens de contrôle et de recouvrement pour appréhender la fraude fiscale. Et enfin, le renforcement des moyens de gestion du contentieux, avec notamment la création d'un procureur de la République financier.
Donc la loi de finances 2014 avait pour ambition de poursuivre ce durcissement du cadre législatif, mais sans doute en allant un peu trop loin, tout du moins du point de vue du Conseil constitutionnel, puisqu'il a rejeté une bonne partie de ce qu'il a constitué. Et avant de voir pourquoi nous allons rappeler ce dont nous allons disposer aujourd'hui et ce qui existe aujourd'hui. Ça fonctionne, ça ? Oui. Alors, la lutte contre la fraude fiscale, qu'est-ce que c'est ? Ce sont d'abord, pour l'administration, des moyens. Alors, il y a environ 120 000 agents dans l'administration fiscale et environ 14 000 qui sont destinés au contrôle sur place. Sur ces 14 000 agents, il y en a environ 1100 qui sont affectés aux services donc à compétences nationales, que sont la DVNI, qui contrôle les grandes entreprises, la Direction nationale des vérifications de situation fiscale personnelle, qui contrôle donc les personnes qui ont de forts revenus, des revenus compliqués ou qui détiennent un pouvoir économique, politique ou artistique. Et puis la Direction nationale des enquêtes fiscales qui, pour une de ses activités, donc, poursuit la fraude fiscale. Donc là, environ 1100 agents et les 13 000 autres agents donc, sont plutôt affectés aux services territoriaux, départementaux ou locaux. Donc ce sont des moyens et puis ce sont des procédures. Donc l'administration elle dispose donc de globalement 5 moyens de lutte contre la fraude fiscale. Le premier, ce sont des contrôles sur pièce ou vérification de premier niveau. Alors en 2012, l'administration, enfin les 120 000 agents de l'administration ont fait 1 400 000. C'est beaucoup. Alors ce ne sont pas des éléments qui permettent, des moyens de contrôle qui permettent de lutter contre la fraude fiscale, mais ce sont des contrôles qui permettent de déboucher sur le deuxième niveau de vérification, qui sont les vérifications sur place. Donc les examens de la situation fiscale personnelle ou les vérifications de comptabilité. Donc 52 000 environ en 2012, ça se répartit comme ça, un petit peu plus de 4 000 examens de situation fiscale personnelle et environ 48 000 vérifications de comptabilité. Il y a également des contrôles de facturation qu'on connaît bien, enfin nous, moins experts comptables, ce sont les contrôles par lesquels l'administration va vérifier, va essayer de déceler les détournements donc, de règles en matière de TVA. Et puis, chose qu'on connaît moins, heureusement, les droits de visite et de saisie qui sont en fin de compte des perquisitions fiscales. Et le dernier élément, ce sont les poursuites pénales dont on va parler donc, à l'issue des contrôles sur place. Vous avez quelques chiffres intéressants, justement, voilà. À partir des 51 000 contrôles sur place et ce qui s'ensuit. Voilà, donc comme le disait Vital, il y a approximativement 14 000 agents. Alors que fait-on avec ces 14 000 agents ? On fait en moyenne 52 000 contrôles sur place par an et depuis 1999, on voit que le nombre de contrôles est stable, mais le nombre d'agents est stable également, ce qui influe certainement sur le nombre de contrôles par an. En revanche, il y a une augmentation importante des droits nets. On est passé de 6,7 milliards à 9,1 milliards en 2012. Et les sommes que l'administration réclame aux contribuables contrôlés, les droits nets, c'est avant que ces derniers engagent d'éventuels recours. Alors, pour comprendre, chronologiquement, un recouvrement suite à un contrôle, ça commence donc par une proposition de rectification faite par l'administration fiscale, à laquelle va répondre le contribuable par des observations, auxquelles l'administration répond à son tour, et pour aboutir donc à l'expression de droit net. Donc en fait, l'administration fiscale va fixer le montant de 9 milliards d'euros en 2012 sur ce montant de droit net. Mais à ce stade, le montant des droits que va réellement percevoir l'administration n'est pas définitif, car le contribuable peut encore faire des recours qui, en moyenne, permettent de faire économiser aux contribuables environ 30%. Donc ce qui a été émis comme devis, ce sont les droits nets. Et la facture, globalement, est diminuée de 30%. Donc les droits nets ne correspondent pas du tout aux sommes réellement encaissées par l'administration suite au contrôle. Et les chiffres qu'elle présente ne sont qu'une prévision très optimiste des sommes qu'elle espère encaisser, mais qui, dans la pratique, ne seront jamais atteintes. Ils ont quand même augmenté de 20% entre 2009 et 2012. Oui. Voilà. Oui. Alors attention, les chiffres là ne tiennent pas compte de l'inflation, c'est bien pour ça que c'est en euros courants. Oui. Donc on peut compter qu'entre 1999 et 2012, il y a quand même une inflation qui a une incidence importante sur le montant des droits. Alors l'observation des autres chiffres relate une certaine stabilité ces dernières années du nombre de contrôles, des sanctions pour fraude et du nombre de poursuites pénales.
Dans ce contexte, l'augmentation exponentielle des droits que l'on vient de voir peut s'expliquer donc soit parce que l'administration fiscale est de plus en plus performante, ce dont on ne doute absolument pas, soit par un comportement des contribuables de plus en plus léger, soit par une administration qui redresse de façon beaucoup plus virulente. La réalité est sans doute une combinaison de ces trois possibilités, parmi lesquelles il serait bon de connaître celle qui prédomine. A-t-on une idée là, des taux de recouvrement des différents services ? Alors c'est difficile le recouvrement. La Cour des comptes a fait 2 rapports là-dessus, un en 2010, un autre en 2012. Le rapport de 2010 portait sur les départements locaux, enfin les services à compétences régionales et départementales, et puis celui de 2012 porte sur les services à compétences nationales. Donc il y a un très bon taux de recouvrement de la Direction nationale des vérifications internationales, la DVNI. Il y a à environ 78% le taux de recouvrement sur 3 années. En revanche, la Direction nationale des vérifications de situations fiscales a un taux de recouvrement aux alentours de 13%, à peu près le même que celui que l'on a dans les services à compétences régionales. Et puis la Direction nationale des enquêtes fiscales a un taux de recouvrement d'environ 1%. Alors, dans une histoire, il y a toujours des méchants et des gentils. Alors, est-ce que chez les fraudeurs, il y a des gentils fraudeurs et des méchants fraudeurs ? Le ministre est parti. Ouais, bon. Il n'y a pas de gentils, pas de méchants, il n'y a que des méchants, bien sûr. Hein. Mais tout le monde donc, ne commet pas la même gravité. Donc en fait, quand on parle de fraude fiscale, pour les connaisseurs des sanctions, ce sont les sanctions de 40 et 80%, voire 150% pour opposition contrôle fiscal. C'est-à-dire 40% tout ce qui est manquement délibéré. Donc je savais que je faisais mal. Et puis, donc 80%, c'est pour manœuvre frauduleuse. Non seulement je savais que je faisais mal, mais en plus, j'ai tout organisé pour mal faire. Voilà. Donc, la fraude en tant que telle, celle dont on parle ici, sur le slide qui est derrière, c'est la fraude à 80%. Dont 987 poursuites pénales engagées en 2012. Donc, il y en avait 845 en 99, donc on voit que les chiffres évoluent pas énormément. Bon, bien sûr, il y en a 17% de plus, mais ça n'a pas beaucoup évolué. En revanche, ce qui a changé, c'est un petit peu la nature de la fraude. Donc, l'administration la classe en trois catégories. Dans la première catégorie, il y a la dissimulation et les opérations fictives. Il y avait donc environ, c'était le gros des troupes de la fraude fiscale autrefois, ça représentait 60% des fraudes, ça tend à diminuer. Ce qui reste stable, ce sont les défauts de déclaration et les activités occultes, environ 30% donc des fraudes. Alors, par contre, ce qui a beaucoup évolué, c'est tout ce qui est donc montage élaboré, organisation de l'insolvabilité, recherche de régimes fiscaux favorables ou indus. Donc il y avait un cas en 1999 et 210 cas donc, en 2012. Maintenant, vous allez nous donner des coups de zoom sur des mesures qui ont fait l'objet de décisions du Conseil constitutionnel. La première, c'est l'obligation de déclaration des schémas d'optimisation fiscale, je crois. Tout à fait. L'obligation donc, de déclaration des schémas d'optimisation fiscale et la nouvelle définition de la notion d'abus de droit sont les 2 principales mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Je dis principales, vu l'accent qui a été mis sur ces mesures, tant sur les plans médiatiques que politiques, et qui reste à relativiser, bien évidemment, compte tenu de l'importance des délits concernés, puisque l'optimisation fiscale et l'abus de droit concernent environ 4% des cas de poursuites pénales pour fraude fiscale. Et donc, ça représente environ 0,08% de l'ensemble des contrôles. Donc, il faut bien relativiser toutes ces choses. Il n'en reste pas moins qu'il est important de lutter contre ces 0,08% de fraude constatée, mais peut-être pas comme la loi de finances 2014 le proposait. Un petit coup de zoom sur l'abus de droit. Alors, juste pour terminer sur l'obligation de déclaration des schémas d'optimisation fiscale, si vous me le permettez, elle avait pour objectif de porter à la connaissance de l'administration donc les solutions d'optimisation fiscale préalablement à leur commercialisation. Donc pour nous professionnels, tant experts comptables que notaires qu'avocats, on s'est un petit peu angoissés à la vue de cette disposition. Et heureusement, le Conseil constitutionnel a jugé la définition du terme schéma d'optimisation fiscale beaucoup trop générale et imprécise, alors qu'elle apportait des restrictions à la liberté d'entreprendre et était assortie de lourdes sanctions. Quant à la notion donc d'abus de droit, le Conseil constitutionnel n'a pas été plus tendre,
puisqu'il a à nouveau mis le doigt sur des insuffisances rédactionnelles. Il a recadré à la fois ce que l'on a le droit de faire et qui a le droit d'en décider. Donc le Conseil constitutionnel a tout d'abord sanctionné sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, rappelant que le contribuable a la liberté de choisir, pour une opération donnée, la voie fiscale la moins onéreuse, alors que le texte sanctionnait cette liberté. Ensuite, le Conseil constitutionnel a sanctionné au visa de l'article 34 de la Constitution, en rappelant que seul le législateur avait compétence pour adopter les dispositions en la matière, alors que le texte prévoyait de déléguer cette compétence à des autorités administratives ou juridictionnelles. Et enfin, le Conseil constitutionnel a sanctionné au visa de l'article 34 de la Constitution et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en rappelant qu'un citoyen ne peut être condamné qu'en vertu d'une loi, alors que le texte prévoyait de déléguer cette compétence. Alors maintenant, on va se faire un petit tour d'horizon de la lutte contre la fraude fiscale en 3 étapes: l'appréciation de la fraude, l'appréhension de la fraude et le contentieux fiscal. Voilà, donc ce sont des mesures qui sont issues de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale qui était votée en décembre 2013. Pardon. Alors l'appréciation pour commencer. Alors l'appréciation. Dans le renforcement, la première des choses, c'est les modifications donc, des dispositions sur les prix de transfert. Donc, le prix de transfert, tout le monde sait que ce sont des mesures qui sont partagées par beaucoup d'États. D'ailleurs, parmi les mesures de rétorsion, ce n'est pas du tout né en France. Le prix de transfert, c'est né aux États-Unis. Et c'est une mesure qui tente à rattacher sur le sol national donc, des profits qui seraient délocalisés ou qui seraient réputés être délocalisés. Donc, partir donc depuis le 30 septembre 2013, donc les entreprises ont l'obligation de communiquer systématiquement toute la documentation qu'elles doivent avoir sur les prix de transfert. Alors quand on parle des entreprises, ce ne sont pas toutes les entreprises. A priori, ça ne porte que sur les grosses entreprises. Je dis bien a priori, parce que quand on regarde le texte, on nous dit qu'il faut que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros ou qu'elle ait un total d'actifs bruts, c'est-à-dire avant dépréciation, de 400 millions d'euros. Mais ça ne porte pas que sur ces seules entreprises-là, puisqu'en fin de compte, quand il y a prix de transfert, il y a groupe. Et il peut y avoir groupe au niveau national. Donc dès lors que la société mère dépassera ces seuils, l'ensemble des filiales françaises seront assujetties à ce texte. Ou si une filiale donc, dépasse les seuils, la société mère, même si elle ne les atteint pas, devra donc respecter également ces dispositions sur le prix de transfert. Et puis s'il s'agit d'un groupe fiscal intégré, à l'intérieur duquel une société dépasse les seuils, l'ensemble des sociétés donc, seront tenues de respecter ces dispositions. Donc, les entreprises doivent communiquer spontanément à l'administration fiscale les informations sur les prix de transfert dans les 6 mois du dépôt de la déclaration de revenus. Alors, quelles sont les informations ? Il y a des informations générales sur le groupe et sur l'activité du groupe, des informations sur les actifs que détient le groupe et sur la description générale de la politique de prix qui est suivie par le groupe. Et puis il doit y avoir également des dispositions spécifiques donc propres à chaque entreprise du groupe, les descriptions de l'activité, et puis comme l'information est donnée chaque année, eh bien, toutes les modifications d'activité, tous les changements donc, intervenus sur l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice. Et puis toutes les opérations donc, qui auront été réalisées avec les autres sociétés du groupe dès lors que ces opérations dépasseront 100 000 €. Et enfin, donc, une présentation de la méthode ou des méthodes de calcul des prix de transfert. Alors, la loi de finances pour 2014, ça je rappelle, c'est la loi sur la lutte contre la fraude hein, qui date du 7 décembre 2013. Mais la loi de finances pour 2014 avait prévu plusieurs mesures donc, sur les prix de transfert qui ont presque toutes été censurées par le Conseil constitutionnel. Il n'en reste qu'une, c'est la communication des décisions étrangères de ruling. Le ruling, c'est le rescrit, hein, c'est la demande que l'on fait auprès de l'administration. Enfin, c'est la demande de prise de position que l'on fait à une administration. Donc lorsque une entreprise soumise au seuil dont on vient de parler donc, subira une vérification de comptabilité, elle sera tenue de communiquer à l'administration fiscale française toutes les décisions de ruling qu'elle aura pu obtenir dans les pays étrangers sur sa politique donc, de prix de transfert. Petit coup de...
Petit coup de zoom maintenant sur ce qui concerne les administrateurs de trust, où il y a une extension des obligations déclaratives. Oui, pour apprécier la fraude, le renforcement des obligations déclaratives concerne également donc les trusts. Les trusts qui sont donc un ensemble de relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne dénommée donc le constituant, qui par acte entre vif ou à cause de mort va établir et va placer des biens ou des droits donc dans ce contrat sous le contrôle d'un administrateur, et ce dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires pour la réalisation d'un objectif déterminé. Jusqu'à présent, donc, l'obligation de déclarer portait sur la constitution, le contenu des termes du trust, sa modification et son extension. Donc l'obligation a été étendue par la loi du 6 décembre 2013 à celle de la déclaration des noms des constituants et des bénéficiaires. Et elle a étendu cette obligation même dans le cas où seul l'administrateur a un lien avec la France, à partir donc du moment où il a son domicile fiscal en France. Le défaut de déclaration est sanctionné par les amendes qui ont été au minimum doublées. Et dans la continuité, le plafonnement des amendes en cas de régularisation spontanée a été largement augmenté. Donc on est passé de 1,5 à 3,75% pour les fraudeurs passifs. Donc en fait, c'est-à-dire ceux qui ont reçu les avoirs dans le cadre d'une succession ou d'une donation, ou qui ont constitué des avoirs alors qu'ils ne résidaient pas fiscalement en France. Donc qui ont constitué des avoirs à l'étranger, bien sûr. Et c'est passé de 3 à 7,5% pour les fraudeurs actifs, c'est-à-dire tous les autres, ceux qui ont constitué des avoirs lorsqu'ils résidaient à l'étranger, bien sûr, lorsqu'ils résidaient fiscalement en France. Le cas particulier suivant, c'est celui des avoirs détenus à l'étranger. Donc voilà, ça s'était vu. Et en matière de déclaration d'ISF, donc on a l'obligation de déclarer tous les avoirs détenus à l'étranger. Pour ceux qui omettraient donc de faire cette déclaration, les sanctions ont été durcies puisque la majoration spécifique est passée dans tous les cas à 40%, au lieu de 10 auparavant, qui était ceux dans la plupart des cas, le taux dans la plupart des cas régularisé. Pour les régularisations spontanées de l'ISF dues au titre de l'année 2014, donc qui est la circulaire Cazeneuve, a plafonné la majoration à 15% pour les fraudeurs passifs et à 30% pour les fraudeurs actifs, avec la même définition que celle que j'ai vue tout à l'heure. Et en cas de manquement aux obligations déclaratives, grand classique, qu'est-ce qui se passe ? Oui, on sait que lorsque l'entreprise ne donne pas toutes les informations nécessaires dans sa liasse fiscale, par exemple, donc elle supporte une amende de 15% par omission ou inexactitude, avec un minimum de 60 € et un maximum de 10 000 €. Donc, dans le cas spécifique, encore c'est pour lutter contre la fraude fiscale internationale. Donc, dans le cas spécifique, dans lequel la société ne répondrait pas à une demande de l'administration de communiquer le nom des actionnaires, de ses filiales ou de ses participations à l'étranger, elle supporterait ou elle pourrait supporter donc une majoration supérieure donc aux 15 €, c'est 10% des droits rappelés avec un minimum de 1 500 €. Et donc, le point suivant, l'appréciation de la fraude et surtout l'adaptation des moyens de lutte, c'est peut-être ce qui entre le plus dans le concret. Voilà, cette deuxième partie, là, le deuxième point sur cette première partie porte sur les plaintes déposées par l'administration, la police judiciaire, la commission des infractions fiscales et puis les échanges d'informations entre les États. Alors, il y a un assouplissement donc, des conditions donc, de dépôt de plainte pour l'administration et puis un allongement du délai de prescription. Donc, avant donc, la loi de décembre 2013, la prescription en matière de poursuite tombait le 31 décembre de la 3e année qui suivait donc, l'infraction ou l'affirmation frauduleuse. Donc, la loi donc, augmente la prescription de 3 années. La double, quoi. Voilà, la double. Donc on comprend bien le but, hein, c'est faciliter les poursuites pour l'administration. Et puis de la même manière, donc, lorsqu'il y avait donc des fraudes qui étaient connexes, donc, et qui relevaient de plusieurs services de l'administration, jusqu'à présent, chaque service devait déposer une plainte pour que, sur la fraude qu'il devait gérer. À partir de maintenant, donc, un seul service peut déposer donc, une plainte pour l'ensemble des fraudes. Alors là encore, c'est dans le cadre de la fraude fiscale internationale. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne la poursuite
la poursuite engagée par l'administration. Lorsque l'administration redresse pour fraude fiscale, c'est-à-dire lorsqu'on a donc une majoration de 40%, on a déjà un pied dans la fraude fiscale. L'administration poursuivra ou poursuivra pas, mais si elle décide de poursuivre, elle va donc saisir la commission des infractions fiscales. C'est la commission des infractions fiscales qui va décider s'il y a lieu ou non de poursuivre. Et avant que la police judiciaire n'intervienne, il faut que la commission des infractions fiscales ait fait une publicité donc, de sa saisine. Mais dans deux cas particuliers, lorsqu'il y a l'utilisation donc frauduleuse de comptes ouverts à l'étranger ou de contrats souscrits à l'étranger, contre l'assurance vie par exemple, et l'interposition de personnes ou d'organismes eux-mêmes établis dans un pays étranger, donc la police judiciaire pourra intervenir pour gagner du temps avant que la commission des infractions fiscales n'ait publié donc sa saisine. Alors, la commission des infractions fiscales, donc, c'est un organisme qui permet de protéger le contribuable, parce que c'est cet organisme qui décidera s'il y a lieu ou non de poursuivre. Jusqu'à présent, la commission des infractions fiscales était composée de 12 membres qui étaient tous issus du Conseil d'État ou de la Cour des comptes. Donc, à partir de 2015, c'est pas pour tout de suite, donc l'organisation de la CIF va changer. Il y aura dorénavant 8 conseillers d'État qui seront soit des conseillers actifs ou des conseillers honoraires. Parmi ces 8, il y aura le président. 8 conseillers maîtres à la Cour des comptes qui seront là aussi actifs ou honoraires. Et puis 8 magistrats, donc systématiquement honoraires, à la Cour de cassation. Alors pourquoi honoraires, on le comprend bien, parce que qui c'est qui fait quelle est la juridiction qui se prononce sur les poursuites pour fraude fiscale? C'est donc la juridiction judiciaire. On n'est pas la Cour des comptes, donc on ne pourrait pas avoir donc, un juge en actif qui statuerait dans la CIF et qui risquerait donc de statuer un peu plus tard donc, sur la fraude. Donc ce sont systématiquement des magistrats donc, honoraires. Et puis ça c'est très nouveau, donc 4 personnalités qualifiées, dont 2 seront désignées par l'Assemblée nationale et 2 autres seront désignées par le Sénat. Et de la même manière, chaque année, la Commission des infractions fiscales devra donc établir un rapport sur les poursuites sur lesquelles elle a été saisie. Un autre point du changement, c'est effectivement l'échange d'informations entre l'administration fiscale et d'autres autorités. Voilà. Donc, il y a 2 sortes d'informations. Il y a les informations qui sont transmises à l'administration et les informations que l'administration transmet à d'autres. Donc, lorsque l'administration reçoit donc, des informations donc, qui proviennent... quand elle transmet des informations à l'autorité judiciaire, l'administration donc, aura l'obligation donc, d'informer l'autorité judiciaire des suites données aux dossiers qui ont été transmis. De la même manière, donc, il y a des transmissions qui vont être effectuées de 2 organismes, donc l'autorité de contrôle prudentiel et puis l'autorité des marchés financiers. Donc la première devra faire une transmission spontanée de toutes les informations qui pourraient intéresser l'administration sur la fraude fiscale, alors que l'autorité des marchés financiers ne transmettra des informations que sur demande expresse de l'administration fiscale. Le point suivant sur lequel il y a des nouveautés, c'est le renforcement des moyens de contrôle. On est au cœur du réacteur. Pour mieux appréhender la fraude fiscale, l'administration a étendu ses moyens d'investigation pour renforcer ses contrôles. Dorénavant, donc, dès la mise en place d'un contrôle, c'est-à-dire avant même que la fraude soit déterminée, et c'est là où c'est important, l'administration a gagné en force et en liberté pour accéder, posséder et exploiter tous les documents qu'elle juge utiles. Et pour être en possession de ces documents et avoir le droit de les utiliser, il lui faut soit les exiger, soit qu'ils lui aient été transmis de façon régulière. C'est-à-dire que les contribuables ne peuvent absolument pas s'opposer à la fourniture des documents. Enfin, si, ils le peuvent, mais ça y a un coût fortement dissuasif. Donc, ils ne peuvent pas. Et en fait, on peut penser que dans le cadre d'un contrôle inopiné, ces droits, les droits que l'administration fiscale s'est octroyés, lui seront reconnus. Alors, dans le renforcement des moyens de contrôle, alors, il y a la fraude carrousel, donc les experts comptables connaissent au moins 2 noms. Donc vous m'avez fait peur. Non, 2 noms, tout le monde a entendu parler. C'est comme les fonds turbo, personne ne les a vus, mais tout le monde a entendu parler. Donc la fraude carrousel, c'est cette fraude donc, qui porte sur la TVA et qui met en présence des entreprises françaises et des entreprises étrangères. Bon. Donc le nœud de la fraude carrousel, c'est le numéro de TVA. Donc
avant d'attribuer donc un numéro de TVA, l'administration va se laisser la possibilité de réfléchir, d'enquêter donc sur l'entreprise qui se crée. Et lorsqu'elle aura donc attribué un numéro de TVA, elle pourra également donc engager donc des vérifications pour savoir s'il ne faut pas au moins retirer donc le numéro de TVA à l'entreprise. Alors, on voit qu'il y a non pas un problème, mais cette disposition-là, on voit très bien pourquoi elle a été prise. Hein, c'est pour lutter contre la fraude. Donc c'est une très bonne disposition. Mais d'un autre côté, on sait que le gouvernement donc, cherche à la volonté donc, de favoriser la création rapide des sociétés, justement pour dynamiser le tissu économique. Donc on voit là que ce sont deux textes qui s'affrontent légèrement. Il y a des changements aussi en matière d'assistance administrative et de délai de reprise. Voilà. Alors, en matière d'assistance administrative, c'est toi, Florence, qui va nous en parler. Dans le cas d'un contrôle fiscal, donc l'administration peut faire appel à un État étranger si le besoin s'en fait sentir. Ce recours était accompagné jusqu'à présent d'une prorogation de la procédure de 2 années qui passe désormais à 3 ans. Néanmoins, une fois que l'État français aura reçu la réponse de l'autre État, l'administration n'aura qu'1 an pour utiliser le document. Cette assistance est étendue à tout type de transactions et de flux, mais dans le respect, bien évidemment, des conventions liant les États, ce qui peut limiter éventuellement la portée de cette assistance. On sait combien il y a de demandes faites par l'administration fiscale française ? Alors aujourd'hui, il y a, avant l'application de la nouvelle loi, sur 750 demandes par an, il y a environ 30% de réponses simplement. Un autre changement, c'est que l'administration fiscale peut aussi faire appel à des talents extérieurs. Alors ça aussi, on connaît bien hein, la notion de logiciel permissif. Donc, on sait que l'administration lutte contre ces logiciels permissifs. Ce sont ces logiciels qui permettent, par exemple, de reconstituer une caisse à l'envers. Hein. Lorsque je sais le montant des espèces que j'ai dans mon tiroir caisse, je sais, donc je vais refaire donc, ma recette journalière. Donc, on connaît tout ça. L'administration les suit depuis longtemps, puisque vous pouvez aller donc, sur le site impôt.gouv.fr dans la rubrique statistiques, et vous aurez donc la liste des logiciels autorisés par l'administration fiscale. Mais là, l'administration elle va un petit peu plus loin. Elle va donc elle oblige maintenant donc les éditeurs de logiciels, les concepteurs, voire les installateurs, donc à lui communiquer toutes les informations sur les codes, les données, les traitements et documentation sur ces logiciels. À défaut de communication, donc une amende de 1 500 € par logiciel vendu ou par client de l'entreprise. Et lorsqu'en fin de compte, ces logiciels auront été mis sur le marché, eh bien, l'amende sera égale à 15% du chiffre d'affaires de la commercialisation. Avec une particularité quand même, c'est que tous les clients qui auront acheté le logiciel seront donc solidaires dans le paiement de l'amende. Et il y a d'autres experts également auxquels l'administration peut faire appel. L'administration s'est donné les moyens aujourd'hui de comprendre et de déjouer les fraudes éventuelles et a permis de recourir à des experts qualifiés. Donc on ne sait pas ce qu'on entend. Définition large, oui, voilà. Les experts qualifiés, c'est donc toutes les personnes qui seront susceptibles d'apporter leur expertise et leurs compétences pour l'administration fiscale. Alors c'est réservé quand même aux affaires complexes et en matière de contribution indirecte. Ils seront rémunérés comment, ces experts ? Alors c'est là où on se pose la question. Je suppose que c'est l'administration fiscale qui rémunérera ces experts, mais il n'y a rien de fixé là-dessus. Alors, sur les moyens de recouvrement, donc dans la prévention de la fraude fiscale, moyens de recouvrement, il y a 2 éléments essentiels. Il y a la perte du caractère insaisissable de certains actifs. Oui. Et non des moindres. Et puis la prescription. Oui, maintenant que la fraude a été constatée, il va falloir payer. Et pour ça, l'administration fiscale a élargi ses moyens de recouvrement. Donc désormais, elle peut procéder à la saisie des contrats d'assurance vie et à la levée de la déclaration d'insaisissabilité qui avait été mise en place par l'entrepreneur individuel sur les biens qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Alors pour les contrats d'assurance vie, la loi vient mettre fin à un contentieux abondant qui jusqu'à présent interdisait à l'administration de saisir ces contrats alors que cela demeurait quand même le principal support de placement des Français. Donc l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 2 juillet 2002
avait jugé que l'administration ne pouvait recourir à l'avis à tiers détenteur sur des sommes qui avaient été placées sur un contrat d'assurance vie, au motif que cette procédure ne pouvait s'appliquer à des créances éventuelles. Maintenant, donc, l'administration fiscale pourra saisir ces contrats, mais seulement elle. C'est-à-dire que la saisie de ces contrats restera toujours impossible pour tout autre type de créancier. Et il faut noter quand même que cette disposition n'est pas réservée aux cas de fraude, mais est ouverte dans tous les cas. Donc la saisie des contrats d'assurance vie, dans tous les cas, même s'il n'y a pas de fraude constatée, mais seulement au profit de l'administration fiscale. Les types de notifications qui sont concernées, ce sont les avis à tiers détenteurs, donc quelle que soit la catégorie d'impôt, les oppositions à tiers détenteurs, les saisies à tiers détenteurs et les oppositions administratives. Alors les contrats d'assurance vie qui sont concernés par cette saisissabilité sont les contrats d'assurance vie rachetables, que ce soit des contrats en euros ou en unités de compte, bien évidemment dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date où la notification aura été effectuée. Pour ce qui est de la levée de la déclaration d'insaisissabilité, elle ne peut avoir lieu qu'à la condition que l'administration ait relevé à l'encontre du déclarant soit des manœuvres frauduleuses, soit une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Donc dans le cas des contrats d'assurance vie, on n'est pas dans la fraude, on peut saisir quelle que soit la notification. En revanche, pour la levée de la déclaration d'insaisissabilité, il faut que la fraude il y ait eu des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Alors, les délais de prescription, le délai de prescription de l'action recouvrement de l'administration fiscale est de 4 années de date à date. C'est-à-dire dès lors que l'administration a envoyé un avis de mise en recouvrement, elle a 4 ans pour engager les poursuites. Dans 2 cas, le délai est porté de 4 à 6 ans lorsque la personne n'est pas membre de l'Union européenne et lorsqu'elle est résidente d'un pays avec lequel la France n'a pas signé des conventions internationales d'assistance, telles que celles qu'on peut voir en Union européenne. Et en cas de contentieux, qu'est-ce qui se passe, les amis? Voilà. Vous avez 3 minutes. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Donc, une extension de la fraude fiscale aggravée. La fraude fiscale aggravée, c'est lorsque les faits sont commis donc, en bande organisée. La bande organisée, c'est un couple à 3 ? Oui, peut-être, hein, mais au moins à 2, on va dire. Hein. Donc, c'est tout groupement formé ou toute entente établie avec au moins donc 2 personnes. Vous voulez un contrôle, ou c'est pas possible? Elle risque pas grand-chose parce que la bande organisée... Je suis super bien conseillée. Grâce au Conseil constitutionnel, ça ne porte pas sur le Conseil et son client. Ce sont forcément donc 2 professionnels qui interviennent entre eux. Donc la fraude aggravée, donc c'est la bande organisée, et puis donc ça peut être également donc des fraudes organisées au moyen de comptes, toujours pareil, hein, comptes donc ouverts à l'étranger, contrats donc à l'étranger, interposition de personnes, actes fictifs, personnes physiques ou morales, hein, c'est-à-dire les fameuses sociétés écrans, ça rentre dans ce cadre. Voilà, actes fictifs, fausse identité, donc là les risques sont de 2 millions d'euros de sanctions et 7 années d'emprisonnement. Oui, c'est un peu dissuasif aussi. Et donc il y a une mesure phare qui a été, dans le cadre du contentieux fiscal, mise en place, c'est l'institution du procureur de la République financier. Donc ce procureur a une compétence nationale. Tu allais trop vite. Pardon, c'est moi. C'est à moi de parler. Dans le pouvoir de transaction, excusez-nous. Le pouvoir de transaction, tout le monde connaît. Hein, c'est le pouvoir qu'a l'administration de diminuer donc, les majorations, les sanctions de manière générale, mais parfois même les impôts dès lors que ça ne porte pas sur la TVA. Alors c'est un système un petit peu opaque, hein, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas de publicité qui est faite sur les transactions de l'administration. Et puis c'est un processus également dans lequel on a peu de recours, parce qu'il n'y a pas de recours devant les tribunaux, hormis le recours pour excès de pouvoir, pour lequel on a peu de chances de gagner. Donc à partir de maintenant, le pouvoir de transaction de l'administration est davantage encadré. Premièrement, l'administration ne peut pas engager de transactions dans 2 situations. La première, c'est lorsqu'elle entend donc engager des poursuites judiciaires. Tout à l'heure, je parlais des fonds turbo, donc c'est une fraude importante qui est arrivée au début des années 80, que certains avaient qualifié de casse fiscale du siècle. Et dans le cas des fonds turbo, l'administration avait engagé des transactions avec certains redevables et avait poursuivi ceux qui n'avaient pas voulu réaliser des transactions. Maintenant, c'est plus possible. Dans la mesure où il y a une même fraude qui porte sur plusieurs personnes, soit l'administration
décide d'engager des poursuites, soit elle décide de ne pas en engager, et dans ces cas-là, elle pourra donc réaliser des transactions. Et de la même manière, la transaction n'est pas possible lorsque le contribuable a mis en œuvre des mesures dilatoires pour retarder son contrôle fiscal. Mesure dilatoire, ça ne veut pas dire qu'il supportera une majoration pour opposition à contrôle fiscal. Simplement, donc, il a mis en œuvre des moyens qui retardaient le contrôle fiscal. De la même manière, les transactions devront respecter dorénavant le principe de hiérarchie des sanctions, ce qui veut dire que si j'étais redressé en supportant une majoration de 40%, que je transige avec l'administration, à l'issue de la transaction, je ne pourrais pas avoir un montant à payer inférieur à celui que j'aurais eu si j'avais été redressé pour bonne foi. Donc. Et enfin, donc, le ministre chargé du budget, qui nous a quittés tout à l'heure, devra donc établir chaque année un rapport sur l'application de la politique de transaction, la politique de remise. La prochaine fois, on le gardera jusqu'à la fin, effectivement, pour qu'il nous la donne en avant-première. Et donc, Florence, on termine avec l'institution d'un procureur de la République financier. Tu m'autorises à parler là, oui, c'est bon. Il ne passait pas le slide, c'est pour ça. C'est même moi qui vous donne la parole. Parce que je voulais laisser la parole à Maître Bénas le plus rapidement possible. Mais non, on est parfaitement dans les temps. Le procureur de la République financier donc, a été créé. Et ce procureur dépendra donc du TGI de Paris. Il aura une compétence nationale et il interviendra en matière de délits boursiers, d'infractions fiscales de grande complexité et de délits de corruption ou de trafic d'influence impliquant un agent public d'un État de l'Union européenne. Et je vous laisse tranquille. Voilà, je me tais. Merci à vous, Florence Pouzinc, Vital Saint-Marc.